Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur le podcast Au ras du ciel. On se retrouve après une semaine. Et bon, déjà, première chose, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements et pour tous vos messages gentils après la, comment on dit, la publication du premier podcast. Ça fait vraiment très plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est toujours un plaisir de se remettre à la tâche et de vous proposer les choses les plus intéressantes possibles. En tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux pour petit à petit m'améliorer et vous proposer le contenu le plus intéressant possible. Bon, alors on se retrouve pour continuer de parler du roman de Mary Shelley, qui est donc Frankenstein. J'espère que cette fois-ci, je vais être un petit peu plus efficace, puisque j'ai bien hâte de retrouver ma série là, qui est Twin Peaks, puisque Arte a rendu gratuit cette série pendant quasiment toute l'année. Donc je suis en plein dedans, enfin en plein dedans. Je me suis fait 3 épisodes et c'est vraiment un très très grand plaisir. Franchement, c'est sympa. N'hésitez pas. Bon, je sais que vous manquez peut-être de temps, mais bon, après tout, moi aussi. Mais bon, en fin de soirée, c'est vraiment très très bien. Twin Peaks, pour l'instant, je savais que c'était vraiment une œuvre majeure, mais j'avoue que c'est extrêmement étonnant. Bon, je vais pas entrer plus que ça dans les détails. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler une fois que j'aurai fini tout le cycle. Mais en tout cas, c'est le premier truc que je regarde cette année. J'ai pas trop le temps de regarder des films maintenant, puisque je suis assez occupé. Mais ça fait vraiment du bien, ça détend l'esprit, patati patata. Et puis, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que Lynch est extrêmement doué pour les passages horrifiques, quoi. Il y a vraiment des trucs qui sont absolument terrifiants. Mais en plus, sur des images d'une simplicité, il y aura vraiment vraiment quelque chose à étudier à cet égard. Mais bon, c'est peut-être pas moi qui serai le mieux placé pour le faire malheureusement. Mais bon, on regardera ça peut-être une fois. Bon, sinon, on se retrouve, hein. On avait déjà donc parlé de Frankenstein en se posant la question, je rappelle, de la nature de ce type de roman. Est-ce qu'il s'agissait d'un roman de science-fiction ou pas? Bon, pour rappeler un peu vite, ce qu'on avait fait la semaine dernière sur le podcast, hein. En fait, on avait regardé les préfaces et introductions et on s'était rendu compte que Mary Shelley et son mari Percy Shelley étaient très conscients du caractère novateur de cette œuvre. Alors certes, c'est un roman, enfin c'est une histoire de fantôme, ou plus exactement c'est une histoire de revenant, puisque dans la structure de l'œuvre, le monstre de Frankenstein revient toujours quand on ne l'attend pas. Il est toujours caché dans un coin des demeures, des châteaux, etc. Il suit, hein, Victor Frankenstein, le personnage principal, qui est aussi en partie, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui est aussi en partie le narrateur, et il l'observe, il le suit, et à tout moment, il peut ressurgir un peu comme quelque chose que l'on refoule, un peu comme un cadavre dans un placard. La seule différence avec les anciens romans gothiques, hein, c'est que le monstre de Frankenstein a une sorte de, comment dire, j'oserais pas dire de validité scientifique, mais quelque part, il est le prolongement de ce que certaines théories scientifiques de l'époque semblaient rendre possible. Je pense notamment aux expériences d'Erasmus Darwin. Un petit rappel, hein, le grand-père d'ailleurs de Charles Darwin, qui, en envoyant des influx électriques sur des morceaux, je crois, de vermicelle, hein, arrivait à leur communiquer une forme de mouvement. Alors on les voyait bouger, etc. Et alors on s'était dit, c'est quand même une expérience très 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 étonnante quand on y réfléchit, et on s'était dit peut-être qu'il y a une espèce de, comment dire? Peut-être que c'est dans l'électricité ou dans un influx électrique que pourrait se trouver le propre de la, comment dire? Le propre de la vie. Qu'est-ce qui rendrait vivant un corps par rapport à un corps qui lui serait inanimé? C'est peut-être un rapport avec l'électricité. Bon. C'était quelque chose qui avait été notamment débattu dans la Villa Diodati où s'est fait la jeunesse du roman, et Marie Shelley prolongera ça. Donc là, c'est un côté qui ferait, comment dire, qui rapproche beaucoup le roman de certaines œuvres de science-fiction. Bon, moi, ma take, après peut-être ai-je tort, hein, mais moi, ma take, en gros, c'est de dire que même s'il y a ça, Frankenstein, le roman, hein, n'est pas vraiment un roman de science-fiction parce qu'il n'y a pas cette distanciation théorique qui est propre à toutes les œuvres, finalement, qu'on retrouverait dans la science-fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc d'expérience de pensée qui est de tirer les conséquences, tirer les possibilités qu'offrirait une hypothèse. Elle ne se pose pas la question de «et si c'était possible, qu'est-ce qu'il se passerait?» Elle ne se demande pas «et si on créait un être vivant, est-ce que cet être vivant serait humain? Quel type de conscience il y aurait?» Contrairement, par exemple, à certaines histoires qu'on trouve aujourd'hui au sujet de l'IA. Et si l'IA était consciente, est-ce qu'on pourrait la qualifier d'humaine? Est-ce que cette conscience serait humaine? Est-ce que cette conscience est seulement possible? Patati patata. Voilà des réflexions qui sont propres à la science-fiction et qu'on ne retrouve pas exactement dans l'œuvre de Mary Shelley. Hein, on se posera pas il y aura pas ce moment où en gros, il y aura ces discussions conceptuelles sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que le langage, qu'est-ce que la responsabilité. Non, on est vraiment là, comment dire?
comment on dit ça déjà? On est la tête dans le guidon? Un peu le truc, mais en gros, on est la créature est face à nous, elle se dresse face à nous et on n'a absolument pas le temps de se poser ce type de questions d'ordre assez général et d'ordre très théorique. On est bien obligé. Victor se retrouve face à cet être qui le confronte et il est obligé de trouver des solutions directement. Bon, donc c'est en cela que même s'il y a une ébauche de science-fiction dans le roman de Mary Shelley, on ne peut pas dire que c'est exactement un roman de science-fiction. Ça va c'est encore autre chose. Ça apparaîtra plus tard, notamment parce qu'il n'y a pas toutes ces réflexions conceptuelles. Bon, on va arrêter de parler de ça maintenant, on va entrer davantage au sein du roman lui-même pour essayer de non pas de dire ce qu'il ne fait pas, mais cette fois-ci de vraiment essayer d'explorer au moins, cette fois-ci, un des thèmes qui va être majeur dans le roman de Mary Shelley. Et ce thème, c'est notamment celui de la solitude. Bon, alors vous entendez peut-être que le son est un petit peu plus fort qu'avant, c'est parce que j'ai rapproché le micro suite à certains messages que j'ai reçus, la semaine dernière, disons que le son était un peu trop faible. Bon, le problème, c'est que donc le micro est plus proche, mais j'ai tendance à avoir une voix qui porte. Donc bon, j'espère que je ne vous casse pas trop les oreilles, hein, surtout celles et ceux qui auraient un casque. Si c'est le cas, ben, je vous prie de m'excuser et bon, ben, n'hésitez pas à me le dire et puis petit à petit, on finira par trouver une position optimale. Bon. Le titre de cet épisode sera Frankenstein, ce que la solitude fait aux êtres. Bon, mon objectif principal va notamment être de parler des premières pages de l'incipit en fait du roman, qui est un incipit assez étonnant et qui, je pense, a peut-être un peu dérouté certaines personnes qui auraient voulu se lancer comme ça dans la lecture du roman de Mary Shelley. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le début, ce n'est pas Victor Frankenstein qui parle pour raconter de sa vie, hein, ce n'est pas non plus la créature, c'est un personnage complètement inconnu qui s'appelle en fait Robert Walton et qui envoie des lettres à sa sœur pour parler d'un projet d'expédition qui vise à aller au pôle Nord. Bon, je vous lirai quelques passages. Et bon, ça déroute un peu parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec l'image d'Épinal, hein, l'image culturelle qu'on se fait du truc, qu'on se fait de cette œuvre. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Oui, bon, voilà qui est un peu, voilà qui est un peu chiant, je sais pas trop où ça va et est-ce qu'à un moment ça va commencer?» Et mine de rien, des lettres, il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Je vérifie en ouvrant les pages. Oui, c'est ça, il y a 5 lettres. Donc il y a une bonne dizaine de pages quand même. C'est ça, 4 ou 5. Non, 4 lettres, veuillez m'excuser. Il y a 4 lettres, mais elles sont assez longues, mine de rien, et donc bon, on se dit, quand est-ce que ça va commencer, quoi? C'est peut-être un peu rebutant. Moi, je veux vraiment me concentrer notamment là-dessus, notamment pour vous aider, hein, si vous vouliez, vous lancer dans l'œuvre et puis aussi tout simplement parce qu'il se joue quelque chose d'extrêmement intéressant et qui va nous permettre de découvrir la structure si particulière de ce roman. Une structure qui est, vous allez voir, très significative en elle-même. Pour le dire simplement, le roman de Mary Shelley a une structure qui est dite enchâssée. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme des poupées russes. Alors, c'est assez intéressant puisque ça veut dire qu'en gros, c'est une multiplicité de discours qui s'engendrent les uns les autres, hein, qui sont contenus les uns dans les autres. Comme si finalement les discours produisaient d'autres discours et ainsi de suite, dans une quête, je dirais pas sans fin, puisque le roman est assez court, mais ça mériterait d'être interrogé. En plus, ce ne sont pas des discours, comment dire, ce ne sont pas des journaux intimes comme par exemple dans le Dracula de Bram Stoker, où les personnages écrivent, mais écrivent sans pour autant avoir un destinataire, précis. Ils écrivent finalement presque pour eux-mêmes ou pour consigner pardon, des mémoires. Dans ce cas-là, non, les personnages parlent toujours directement à quelqu'un, une espèce d'autre personne qui pourrait éventuellement les comprendre. Donc, c'est-à-dire on a Robert Walton au tout début qui nous raconte donc son histoire d'expédition patati patata, j'entrerai plus dans les détails un tout petit peu plus tard, et qui envoie des lettres donc à sa sœur. Par la suite, il raconte que lorsqu'il est dans le pôle Nord, donc on imagine sur la banquise, il va d'abord rencontrer un chariot avec un être gigantesque, donc passage mystérieux dans la brume. Donc là, on comprend, même si on ne peut pas le savoir au tout début, mais on comprend que c'est la créature qu'il croise à un moment. Et puis plus tard, il va sauver Victor sur un morceau de glace. Il va le mettre dans sa cabine, il va s'occuper de lui et Victor va donc lui raconter son histoire. C'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Victor raconte son histoire, donc on a un enchâssement ici. Et puis petit à petit, il va parler de la création de la créature, patati patata, comment est-ce qu'il a fait le monstre, puis ensuite le meurtre de son frère, il comprend que c'est le monstre, mon Dieu, c'est terrible, par ma faute, notre femme de chambre va être condamnée à mort, je m'en veux, patati patata. Et là, lui aussi,
Au milieu de la glace, il y a vraiment quelque chose, il y a une grande cohérence dans ce roman. Au milieu de la glace, lorsqu'il est donc non pas sur la banquise, mais dans les Alpes, il va croiser la créature qui va lui parler et qui va notamment, cette fois-ci, nouvel enchâssement, raconter son histoire, comme Victor raconte son histoire à Robert Walton. Elle va raconter son histoire et notamment tous ses déboires et sa rencontre avec une famille qui ne va pas l'accepter. Je fais un peu simple, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il va donc être rejeté, patati patata, et faire sa demande à Victor, crée-moi une sorte d'âme sœur, crée-moi un être avec qui je pourrais vivre puisque tous les hommes me rejettent en raison de ma laideur. Il faudrait voir ce que veut dire cette laideur. D'ailleurs, on fera peut-être un épisode là-dessus. Mais voilà, après, on reprend le discours de Victor, discours qui, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, finira par s'achever avec sa mort. Robert Walton sera là pour, comment dire, pour la recueillir. Et puis ensuite, on aura la créature qui s'engouffre dans la cabine. Elle fera son discours final, disparaîtra, et nous assistons donc à la fin du roman. Robert Walton a fini de raconter, et il ne reste plus que son témoignage, quoi, qui était destiné à sa sœur. Voilà pour l'histoire. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça fait? En fait, cette structure enchâssée a plus d'un intérêt. Bon, déjà, en premier lieu, elle donne une sorte de crédibilité à cette fiction qui est quand même quelque peu farfelue. Il faut quand même arriver à le vendre, hein, ce truc d'un savant fou qui prend des morceaux de cadavres d'hommes et d'animaux pour les assembler et créer un être vivant qui en plus se trouve être en vie et le poursuivre. On est quand même susceptible d'être un petit peu incrédule et de trouver ça peut-être même ridicule. Donc le fait que ce soit porté par des voix incarnées, la voix d'un personnage qui, a-t-on l'impression, est rencontré par hasard et qui coupe le fil de la narration de Robert Walton, qui jusque-là se contentait de raconter son expédition. Donc il le rencontre, il le présente, il dit qu'il lui fait confiance, bon ça je reviendrai dessus un peu plus tard, patati patata, et puis ensuite Victor qui raconte son histoire. On est plus susceptible de croire cette histoire qui est pour le moins étrange, hein. Enfin, on ne croirait pas n'importe qui. Il faut arriver quand même à donner des moyens d'incarner ce truc pour que, comment dire? Notre crédibilité ne soit pas trop, attaquée. Bon, il y a aussi un autre point, c'est que ça permet de penser des rapports, si vous voulez, entre ces discours et notamment des rapports de hiérarchie, de conflit et cetera. Je pense notamment la hiérarchie entre le discours de la créature et le discours du créateur, puisque c'est au sein du discours du créateur que la créature peut s'exprimer, raconter son histoire, et cetera. Ce qui fait que, peut-être que Victor ment, parce que comme c'est lui qui raconte, peut-être qu'il cache certains éléments de l'histoire. Ça paraîtrait un peu étrange, hein, mais pourquoi pas? Et puis surtout, la créature ne trouve son existence, du moins au milieu du roman, que parce que Victor lui laisse cet espace. Donc il y a un rapport, hein, on pourrait dire entre le maître et l'esclave, mais en tout cas des rapports de hiérarchie là-dedans qui sont extrêmement intéressants. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Guillermo del Toro, dans son adaptation qu'il a réalisée donc fin d'année dernière, fin 2025, a choisi une voie complètement différente. C'est-à-dire que le discours de la créature n'est pas une parenthèse au milieu du film, puis ensuite on revient au discours du créateur, donc au discours de Victor. Non, non, c'est une deuxième partie quelque part du film, avant la conclusion, qui vient faire, comment dire? Qui vient remettre en question tout ce que Victor a raconté jusqu'ici. Donc il y a une relative égalité dans l'œuvre de Guillermo del Toro qui n'est pas accordée à la créature dans l'œuvre de Mary Shelley. C'est pas du tout la même structure. Dans l'œuvre de Mary Shelley, la créature se dégage une espèce de place au milieu de l'œuvre, elle le vole presque quelque part puisqu'elle fait irruption. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de distanciation théorique, c'est parce que quelque part elle se comment dire? Elle s'impose à nous, elle impose sa voix et on est un peu désemparés. On est autant désemparés que Victor puisque ce monstre horrible, patati patata, se révèle être doté de paroles et puis surtout se révèle extrêmement éloquent, extrêmement, comment dire? Persuasif et très, très émouvante parce que son histoire est absolument tragique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis bon, la victoire finale, c'est que la dernière parole qui sera prononcée dans ce roman, à part évidemment Robert Walton, puisque c'est lui qui raconte tout à sa sœur, hein, mais c'est bel et bien le monstre, puisque Victor, lui, s'éteindra un peu avant. Et en fait, même ça va plus loin que ça quand j'y réfléchis, puisque quelque part, la dernière parole de Victor sera de passer le relais quelque part à Robert Walton en disant: «Moi, je n'ai pas réussi finalement à me venger, je n'ai pas réussi à détruire la créature et donc ce sera à vous d'achever ce que je n'ai pas pu accomplir».
Mais d'un autre côté, plus tard, il est trop faible, il va essayer de reparler, donc il va essayer d'avoir d'autres dernières paroles et il n'y arrivera pas, il est beaucoup trop fatigué et il s'éteindra, juste à côté de Robert Walton. Donc on ne saura jamais ce que Victor a voulu dire finalement. Ce qui n'est pas le cas de la créature qui apparaîtra un petit peu plus tard et qui, elle, fera un discours final que je ne vais pas vous lire maintenant, mais où, elle reconnaîtra ses torts, ce que Victor ne fera jamais et assumera finalement, comment dire? Assumera ses péchés, si je puis dire, en décidant de se suicider, de s'immoler par le feu et de se détruire une bonne fois pour toutes. Ce qui est une fin extrêmement sombre quelque part, hein. Il n'y a pas de survivants quasiment dans ce roman, à part évidemment Robert Walton, puisque c'est lui qui raconte. C'est totalement différent, petite parenthèse, hein, de l'adaptation par Guillermo del Toro, qui a un accomplissement beaucoup plus, comment dire? Satisfaisant, puisque Victor décide de demander pardon à la créature, pardon que la créature lui accorde. Ce n'est absolument pas le cas dans le roman. Victor sera incapable jusqu'au bout, on aura l'occasion de revenir dessus, mais sera incapable d'assumer les conséquences de ses actes, ou plus exactement, d'assumer sa part de responsabilité là-dedans. Peut-être qu'il aurait dû être un parent ou qu'il aurait dû accorder quelque chose à la créature, peut-être lui accorder une âme sœur, ou alors dans tous les cas de se poser des questions qu'il refusera toujours finalement d'aborder. Il ne refusera de considérer qu'il a des devoirs envers elle. Ce qui est évidemment dramatique et terrible. Il refusera notamment de lui accorder la possibilité même de pouvoir faire une famille et d'engendrer. Ce sera l'objet d'un futur podcast. Vous verrez, ça va être extrêmement intéressant. Donc, parenthèse fermée, je vous propose qu'on reprenne le tout début du roman et qu'on se rappelle un peu ce qui se passe. Bon, Robert Walton envoie une lettre à sa sœur lui disant: «Bon, bah, mon expédition va bientôt commencer, je suis bien arrivé à bon port et je vais bientôt partir donc pour le pôle Nord». Et il lui exprime finalement quelles sont ses aspirations. Et je vais essayer de vous les lire dès maintenant. Là-bas, neige et gel sont bannis et, parcourant une mer calme, peut-être serons-nous délicatement poussés vers une contrée surpassant en merveille et en beauté tous les pays découverts à ce jour sur les parties du globe habitées par l'homme. Ces produits et ces caractéristiques sont peut-être sans pareil, à l'instar assurément des phénomènes des corps célestes en ces solitudes inconnues. À quoi ne peut-on s'attendre en un pays où toujours luit le jour? Peut-être y découvrirai-je la mystérieuse force qui attire l'aiguille de la boussole. Peut-être ordonnerai-je 1000 observations célestes, dont ce voyage suffira à rendre à jamais conséquentes les apparentes bizarreries. Donc, fin de la lecture, on voit ici un Robert Walton qui est lui-même une sorte de solitude à la recherche du bout du monde, qu'il appelle les solitudes inconnues, comme s'il cherchait presque à se retrouver lui-même. On verra un peu ce que ça veut dire plus tard. Il est finalement à la recherche du champ magnétique, bon, mystère qui, je rappelle que le roman est au tout début du 19e siècle, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ce champ magnétique va non seulement l'attirer lui, mais va finalement attirer plein d'êtres qui lui ressemblent, hein, par certains aspects qu'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire Victor Frankenstein et la créature, puisque c'est bien là-bas, au milieu de la banquise, hein, à un moment où la brume s'installe et où le vaisseau est coincé, puisque tout a gelé, beaucoup plus rapidement que prévu, qu'il va rencontrer donc Victor et la créature. But why? Si je puis dire, hein. En gros, on pourrait se demander, mais pourquoi ce projet? Pourquoi est-ce que le manchot Robert Walton quitte-t-il le reste des manchots ou le reste des pingouins, si vous préférez, pour aller se jeter dans une espèce de quête qui paraît ne pas avoir vraiment de sens et qui risque fort de le mener à la mort? Bon, une première option, ce serait de dire, ben, c'est la quête de la connaissance, je sais pas moi, la recherche scientifique, patati patata, mais même ça, finalement, c'est sans doute le symptôme de quelque chose de plus profond. Et cette chose plus profonde, eh bien, Robert Walton va nous l'exprimer lui-même dans la lettre 2 que je vais vous lire maintenant. Il dit à sa sœur, qui s'appelle Margaret, «Mais il est en moi un manque que je ne suis point encore parvenu à combler. Cette absence, je la ressens comme un mal extrême. Je n'ai pas d'amis, Margaret. Lorsque je brûlerai de l'enthousiasme du succès, il n'y aura personne pour partager ma joie. Et il dira plus tard: «Je désire la compagnie d'un homme avec qui je pourrais être en sympathie et dont les yeux pourraient répondre aux miens». Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs dans ce passage, hein. Vous avez entendu le mot enthousiasme. J'insisterai sur le fait que aujourd'hui, c'est quelque chose considéré comme assez positif, mais à l'époque, pas du tout, hein. C'était plutôt péjoratif. Et en fait, c'était une espèce d'adhésion excessive qui finissait par nous conduire, comment dire, à une sorte de, comment dire, de perte de soi-même, de dépossession finalement de la maîtrise de soi. Donc l'enthousiasme, c'était lié à une sorte de folie
et en gros, alors c'est pas dans ce cadre-là, c'est pas vraiment le cas, mais c'est souvent associé à l'époque à une forme de, comment dire? Presque de fanatisme politique. En gros, les personnes enthousiastes, c'était les personnes militantes qui avaient finalement, faute de maîtrise ou de mesure, qui avaient conduit à la guerre civile en Angleterre. Donc je ne dis pas que c'est forcément ça que ça veut dire précisément ici, mais vous voyez à quel point l'enthousiasme était considéré comme quelque chose de dangereux. D'ailleurs, il dit: «Je brûle», enfin, il a écrit: «Je brûlerai de l'enthousiasme». Donc il y a une espèce de feu de folie qui se trouve là-dedans et qui est susceptible de mener un être à sa perte. Par la suite, le terme sympathie, ici, j'insisterai là-dessus. La sympathie, c'est pas juste, ouais, il est sympathique, franchement, c'est un gars hyper sympa. Ça allait beaucoup plus loin à l'époque. La sympathie, c'était la possibilité d'une communication entre des choses ou entre des êtres. Donc en gros, s'il y a une sympathie, c'est qu'il y a une concordance possible. Donc ça va beaucoup plus loin, hein. Vous voyez que là, l'amitié que recherche Robert Walton est une amitié qui ressemble presque à de l'amour quelque part, hein. Il cherche un homme dont les yeux pourraient répondre aux siens. Hein, vous savez, nos yeux seraient 2 flambeaux jumeaux quelque part, ça rappelle un peu Baudelaire là-dessus. Ça, c'est assez particulier, hein. Bon, on verra un peu plus tard ce que ça veut dire, mais notez bien ces petits trucs-là parce que c'est très, très, très intéressant. En somme, c'est donc une expérience de la solitude qui amène Robert Walton à tenter son expédition d'ailleurs très dangereuse, hein, puisque la banquise n'est pas un endroit très hospitalier. Cela dit, là, il faut tout de suite essayer de faire une petite distinction conceptuelle pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on parle beaucoup de solitude aujourd'hui, et quand on en parle, on a souvent tendance à faire référence à la solitude masculine. En fait, alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que je pense, hein, je me contente d'essayer de relater un discours qui appartient notamment à la manosphère et dans certains milieux masculinistes, mais pas uniquement, hein, parce que c'est beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus diffus, si vous voulez. Mais il y a un peu l'idée qu'il y aurait une solitude proprement masculine qui serait un effet finalement de la modernité, peut-être aussi du féminisme également. Pour certains, ce serait également comment dire? Une production du capitalisme et du néolibéralisme qui serait une solitude comme privation. Les hommes, aujourd'hui, seraient seuls parce qu'ils seraient privés ou bien d'amour ou bien de sexualité. C'est souvent lié, hein, voyez-vous. En gros, si vous voulez, il y avait une époque qui est souvent fantasmée et rêvée, mais il y avait une époque où la famille nucléaire, avec la femme à la maison, l'homme qui rentre du travail, les enfants, patati patata, une époque où ce modèle-là de famille nucléaire était fonctionnel et en gros, pour X raisons, et notamment, les femmes sont souvent accusées, hein, à cet égard à cause du féminisme. Ce modèle-là serait devenu dysfonctionnel ou impossible et donc les hommes se retrouveraient privés du bonheur qui leur était quelque part dû auparavant. D'où tous ces discours sur la misère sexuelle. Aujourd'hui, on n'arriverait plus finalement à, avoir des relations sexuelles normales avec des femmes parce qu'elles ne veulent plus, parce qu'elles sont intoxiquées par le féminisme, patati patata. C'est pas ce que je pense, hein, je me contente de relater ces machins-là. Vous voyez toute la misogynie qu'il peut y avoir derrière, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous voyez aussi à quel point il y a presque l'idée que les femmes seraient des ressources là-dedans, hein. Bon, ça, c'est la solitude, si vous voulez, comme privation. Ce n'est pas la solitude qui est abordée ici dans le roman de Marie Shelley. Chez Marie Shelley, cette solitude est davantage une solitude du manque, c'est-à-dire qu'il y aurait dans notre âme ou dans notre être, si vous voulez, hein, une sorte de part manquante. Il y a un endroit en nous qui serait finalement composé de vide, et ce vide-là, nous serions menacés de sombrer dedans si nous n'arrivions pas à le combler. Et alors le combler avec quoi? Est-ce qu'on le comble avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on le comble avec des expériences? Je ne sais pas. On va voir ce que fait Robert Walton, je vais avoir l'occasion de bien parler dessus, bien parler sur ce sujet, mais voilà, c'était un solitude de la part manquante. Donc voilà, Robert Walton, finalement, serait à la recherche de cette part manquante en lui. Et alors, où la trouver? Ben, il n'y a pas 15 000 solutions, hein, mais l'une d'entre elles notamment, eh bien, c'est de se rendre dans les solitudes du Nord, dans les solitudes absolues de la banquise, hein, pour pouvoir justement faire face à une solitude qui ressemble à la sienne, de manière à la délimiter, de manière à la mesurer et d'essayer de la reconnaître. Bon, ça c'est quelque chose qui ressemble beaucoup enfin, au sentiment du sublime, dont je parlerai plus précisément la semaine prochaine, hein, donc c'est un peu une expérience de la limite quelque part. Bon, et c'est justement en contemplant des solitudes absolues, par exemple une montagne, à cette immensité, qu'on pourrait arriver quelque part à sentir une immensité en nous, une espèce d'abysse qui correspondrait à la profondeur de ce qu'on regarde ou à la hauteur de ce qu'on regarde et qui serait finalement ce manque, etc. Bon, ça c'est une première option.
dont je parlerai plus précisément la semaine prochaine. L'autre option, c'est celle que recherche Walton, c'est cette espérance de trouver un être à sa mesure finalement. Je rappelle son propos, hein. «Je désire», dit-il, «la compagnie d'un homme avec qui je pourrais être en sympathie et dont les yeux pourraient répondre aux miens». Donc quelqu'un qui me ressemblerait quelque part, quelqu'un qui aurait en lui la même part manquante, la même profondeur, la même grandeur d'âme, la même aspiration pour aller vers les hauteurs, vers le dépassement de soi. C'est d'autant plus vrai dans un autre passage qu'il écrira à sa sœur où il écrit: «Je n'ai personne près de moi, affable et pourtant courageux, l'esprit à la fois cultivé et disponible, les goûts semblables aux miens, qui puisse approuver mes plans ou les amender. Combien un tel ami aiderait votre pauvre frère à réparer ses défauts». Donc voilà un homme exigeant, hein, puisqu'il cherche en gros un ami, mais il est surtout à la recherche d'une espèce de perfection à deux. Donc ça va très très loin et finalement, vous vous rendez bien compte que c'est peut-être une quête un peu vaine. Enfin, je veux dire, si, le 14 février approche, hein, si vous cherchez à avoir un date ou à avoir une relation amicale ou amoureuse avec quelqu'un qui, vous permettrait d'atteindre une espèce de perfection en couple, vous risquez fort de rester seul bien longtemps. Vos aspirations sont peut-être un petit peu fortes. Ce qui peut être intéressant à étudier, hein, plus spécifiquement, c'est ce que cette solitude peut sécréter. Parce que oui, la solitude sécrète des choses, et ce sont notamment tout un ensemble d'illusions ou de mythes, si vous voulez. Et donc le mythe que la solitude sécrète, c'est notamment le mythe d'une individualité qui pourrait être autarcique, si je puis dire, sinon carrément autosuffisante. En fait, faute de pouvoir trouver quelqu'un avec qui je pourrais être en parfait accord, quelqu'un avec qui j'aurais une sympathie parfaite, avec qui finalement j'aurais les mêmes intérêts, les mêmes goûts, les mêmes passions et avec qui je pourrais cheminer vers une perfection commune, eh bien, je vais me réfugier dans la solitude des montagnes, la solitude de la banquise, un peu comme Robert Walton qui renonce à cela et qui décide donc, d'essayer, comment dire? D'atteindre en lui-même ce statut qu'ont finalement les êtres qui ne sont pas emprisonnés ou empoisonnés par une conscience justement, une conscience de cette part manquante qui est en eux. Ça, c'est une illusion bien sûr, hein, il faut bien comprendre comment dire? L'expérience de la solitude ne peut pas mener à autre chose qu'à ce type d'illusions qui sont quelque part des formes de petits suicides, des petites morts à soi-même. Faut quand même pas oublier que, bon, on a beaucoup rigolé sur le pingouin là ou le manchot, je sais plus. Enfin, je crois qu'on appelle ça le pingouin nihiliste. Bon, vous avez peut-être vu sur Instagram, c'est réel. Bon, maintenant, ils ont tous été un peu remplacés par l'affaire Epstein, mais bon, peu importe. Mais, il y a un pingouin qui était avec ses copains pingouins, si vous voulez, comment dire? Sur la banquise. C'est dans un documentaire de Werner Herzog qui s'intitule, attendez que je me souvienne, je crois que c'est «Rencontre au bout du monde». Et bizarrement, il y en a un qui va se détourner du groupe, qui se détache de lui et se diriger tout seul vers une immense montagne. Voilà. Et c'est quand même étonnant puisqu'on sait très, très bien que sans ses copains pingouins, ce pingouin-là, ce pingouin nihiliste, comme dit Herzog, est condamné à mourir. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a retrouvé gelé, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. J'avoue que j'ai pas vu ce documentaire et là, j'ai pas trop le temps, je suis désolé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette expérience de la solitude, si vous voulez, que va tenter Robert Walton, qui est peut-être plus conscient que ce qu'il fait que ce pingouin, cette expérience-là va le mener vers ne peut le mener que vers une déception ou vers une mort certaine, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, il a de la chance puisque dans les solitudes de la banquise, dans sa recherche du champ magnétique, il va rencontrer un homme qui est donc Victor Frankenstein, un peu après avoir croisé la créature de loin. Et ce Victor Frankenstein va se révéler être extrêmement intéressant parce qu'il est lui aussi une sorte, enfin, il semble être une espèce d'individualité parfaite. Il semble être cet être que Robert Walton cherchait, un être finalement qui, comment dire? Aurait des capacités que lui n'a pas. Mais on verra que ce Victor Frankenstein a lui aussi souffert de ce comment dire? De ce je ne sais pas trop si c'est un syndrome d'ailleurs, j'ai pas de ces termes-là très précis en tête, mais a aussi souffert de cette part manquante qui l'a mené finalement à, réaliser un projet qui l'a mené à sa perte. Et alors, la grande question, c'est est-ce que Robert Walton commettra la même erreur? Et ce Victor Frankenstein, que donc Robert Walton va sauver, hein, quel homme quand même, hein! Regardez ce qu'il en dit, regardez le portrait qu'il fait regardez, écoutez ce portrait de Victor Frankenstein que va faire Robert Walton à sa sœur, de ce Victor qui est à la fois une espèce de double, mais qui va être un frère possible pour lui.
Je lis le passage. Je n'ai jamais vu d'être plus intéressant que lui. Son regard exprime ordinairement la frénésie, voire la folie. Mais à certains moments, pour peu qu'on lui témoigne quelque gentillesse ou qu'on lui rende le plus petit service, sa physionomie s'illumine, pour ainsi dire, et rayonne tout entière, d'une bienveillance et d'une douceur dont je n'ai jamais vu l'équivalent. Mais il est à l'ordinaire mélancolique et désespéré, et parfois il grince des dents, comme s'il ne pouvait souffrir le poids du chagrin qui l'oppresse. Alors d'où peut bien venir ce chagrin? Bon, nous le savons parce que c'est une histoire qui est extrêmement bien connue, mais il y a quand même un sens du suspense là-dedans. Bon, vous voyez que Victor, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, il y a une première chose, c'est que c'est une sorte d'idéal. Il est intéressant comme moi, j'aurais voulu être intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui, finalement, c'est même pas quelqu'un que j'aimerais connaître, c'est quelqu'un que j'aimerais, dit Robert Walton, hein, c'est quelqu'un que j'aimerais atteindre. J'aimerais finalement m'en inspirer pour pouvoir m'accomplir et peut-être réussir à atteindre cette individualité autosuffisante ou autarcique dont je rêve. Mais ça va plus loin, puisque Victor est aussi cet être qui pourrait, là c'est pas dit dans ce passage-là, mais quoique, puisque comme il grince des dents et qu'il a un chagrin, est-ce que ce chagrin pourrait venir d'une solitude lui aussi trop grande finalement? Est-ce que lui aussi serait à la recherche d'un frère possible? Est-ce qu'il serait à la recherche d'un double? Alors le thème du double ici est particulièrement intéressant parce que oui, on voit bien que le portrait qui est fait de Victor est un portrait qui pourrait être fait de Robert Walton. Et quelque part, Robert Walton était déjà une espèce de Victor possible, hein. Ces 2-là se répondent quelque part, hein. Il y a une espèce de répétition ou de répétition du motif qui se fait dans ces premières pages, hein, puisque la frénésie, voire la folie, ça rappelle l'enthousiasme de monsieur Walton quelque part. Regardez d'ailleurs un autre passage un petit peu avant où, ce qui va, comment dire, réunir ces 2 personnages, c'est un appel très particulier que tous les 2 vont ressentir. Bon, ça, on le sait pas encore, hein, quand on lit le début, mais bon, comme on connaît l'histoire de Victor Frankenstein aujourd'hui, on arrive facilement à deviner les, comment dire, tous les entrelacements qu'il y a dans l'œuvre, hein. L'appel dont je parle, c'est l'appel du mystère. Je lis ce rapide passage. Dans la vie quotidienne, dit Robert Walton à sa sœur, je suis industrieux, appliqué, tel un artisan persévérant et dur à la tâche. Mais il est de plus en moi un amour du merveilleux, une croyance en ce merveilleux qui s'entrelace avec tous mes projets et me précipite hors des chemins ordinaires de l'humanité jusqu'aux mers inconnues et aux régions mystérieuses que je m'apprête à explorer. Donc la question qu'on pourrait poser ici, c'est est-ce que Victor et Robert Walton vont explorer ces régions mystérieuses ensemble? Bah, quelque part oui, mais ce ne seront pas les régions qu'imagine Robert Walton, ce seront bien celles de Victor. Ce seront les, comment dire, ce seront davantage les régions de l'alchimie et peut-être de la, comment dire, de la torsion de certaines lois de la nature qui vont l'amener à, comment dire, à des choses bien plus sombres et finalement bien plus tristes. Donc tout cela nous mène à une conception de l'amitié, non pas comme rencontre d'un être différent qui pourrait nous amener à voir du nouveau, à voir quelque chose qui ne serait pas nous, mais l'amitié serait davantage une retrouvaille. Quelque part, on trouverait quelqu'un qui serait un autre nous-mêmes, quelqu'un qui serait à notre hauteur ou qui serait de notre qualité. C'est quand même une conception assez étrange, hein, puisque ça sous-entend en gros qu'il y aurait un certain nombre d'êtres qui seraient naturellement accordés, qui seraient faits pour vivre en harmonie. Et bon, bah, si on ne les trouve pas, ça voudrait dire qu'on serait condamné à mener une vie malheureuse, puisque finalement l'amitié et comment dire, le commerce des âmes ne serait pas possible. Donc c'est un peu pessimiste quand même quand on y réfléchit, et c'est une conception de l'amitié très romantique, hein, finalement. Pour ça, je pense que vous vous en rendez compte, hein. Enfin, je veux dire, si le 14 février, vous cherchez à avoir des relations avec un être qui finalement partagerait votre goût pour les hauteurs ou qui serait avec qui vous seriez parfaitement accordé, franchement, vous allez chercher très longtemps, malheureusement, hein. Bon, ça tombe bien, puisque Robert Walton, lui, n'a plus à chercher. Il a trouvé en Victor cet être qu'il cherchait, hein, cet être que finalement il désirait tant, et avec qui il va peut-être pouvoir, comment dire, mener à terme cette destinée qu'il va lui avouer, hein, cette destinée ou cette vie qu'il veut mener pour la connaissance. Et bon, on sait maintenant que le portrait que Robert Walton fait de lui-même est une espèce d'annonciation du portrait de Victor. Et on voit tout l'intérêt de la structure enchâssée. Je vous lis un petit passage, vous allez reconnaître quelques termes et quelques images qui ont déjà été prononcées dans ce podcast, hein. Donc je lis: «La sympathie qu'il m'a témoignée m'a poussé sans difficulté à user du langage du cœur.
et à laisser parler, pardon, l'ardeur qui me consume l'âme et à dire avec toute la ferveur qui réchauffe mon être que je sacrifierai joyeusement ma fortune, mon existence et toutes mes espérances pour l'accomplissement de ce que j'ai entrepris. La vie ou la mort d'un homme, lui dis-je, n'ont que peu de valeur en comparaison des connaissances que je cherche à acquérir ou en comparaison du pouvoir que je pourrais ainsi acquérir et transmettre à d'autres face aux calamités que les éléments opposent à la race des hommes. Donc ça, c'est un passage intéressant puisqu'on retrouve le terme de sympathie, donc de communication possible entre des êtres qui passerait peut-être même au-delà du langage, hein. Mais on retrouve aussi, si vous voulez, l'idée d'une ardeur qui consume l'âme. Cette ardeur qui consume l'âme, ça rappelle beaucoup, hein, encore une fois, cette sympathie, pardon, cet enthousiasme qui est propre à Robert Walton et qui déjà annonce l'enthousiasme qui consumera Victor à la fin. Bon, ici, on a aussi un truc, bon là, les plus cultivés en philosophie connaissent ceci, hein, quand il parle de transmettre à d'autres tous les pouvoirs qu'il va acquérir grâce à la connaissance, ça rappelle beaucoup un passage issu du discours de la méthode de Descartes, vous savez, dans la sixième partie, lorsqu'il dit que l'homme doit se faire comme maître et possesseur de la nature. Bon, c'est un passage qui est extrêmement connu, qui est rabattu. Mais le point qui est intéressant, c'est que la connaissance finalement de la physique et la connaissance de la science va permettre des réalisations techniques qui vont permettre un progrès dans le confort humain et notamment dans la possibilité de pouvoir vivre en bonne santé, notamment. Il y a donc un devoir que Descartes identifie, hein, ici, qui est qu'il faut également une sorte de publicité des connaissances que nous avons faites. On ne peut pas laisser finalement le fruit de nos recherches être, comment dire, être perdu. Il faut à tout prix les rendre publics pour permettre l'avancée de la recherche et le progrès de la vie humaine. Donc on retrouve ici quelque chose d'assez proche. Alors je ne sais pas, hein, si Marie Shelley avait lu Descartes, mais en tout cas c'était quelque chose qui était très très connu et qui rejoint ce qu'on appelle ici une sorte d'humanisme prométhéen, c'est-à-dire une certaine forme d'humanisme qui pousse finalement à chercher par tous les moyens à améliorer la vie humaine de manière pratique. Donc là, c'est plus de la connaissance qui vise à la contemplation et à la connaissance de notre place dans le monde ou dans l'univers, si vous voulez. Là, c'est une connaissance qui a vraiment pour but de faire bouger les choses et de permettre, comment dire, vraiment des réalisations techniques pour améliorer notre vie, hein. Voilà. Notamment, Descartes avait beaucoup d'espoir et de ce point de vue-là, il est visionnaire parce qu'il faudra attendre longtemps avant que ça arrive, hein. Mais il avait beaucoup d'espoir dans les progrès de la médecine qui permettront, dit-il même, peut-être d'abolir la mort. Bon, ça allait très très loin. Bah, ici, on voit quand même une certaine proximité dans ce passage-là, dans cet humanisme prométhéen qui s'imagine qu'on va pouvoir améliorer la vie humaine grâce à la science. Bon, vous verrez que Victor Frankenstein est beaucoup plus sceptique à cet égard. Et oui, parce que Victor Frankenstein ne partage plus les illusions que se fait Robert Walton quant à la destinée scientifique. Bon, déjà, peut-être parce qu'il y aurait une idée qui est que même si la science peut permettre d'améliorer certains aspects de la vie humaine, elle ne permet pas de rendre meilleurs les hommes. Et à vouloir jouer avec les lois de la nature, finalement, on prend le risque de les détourner et on prend aussi le risque, finalement, de créer des horreurs. Bon, ça, c'est une première vision des choses. Je pense néanmoins que le thème de la science n'est pas forcément si important que ça dans le roman de Marie Shelley. Je pense que notamment en ce début, on peut se contenter simplement de l'idée suivante, qui est que, en gros, la solitude ne peut pas engendrer autre chose que des monstres, ne peut pas engendrer autre chose que des traumatismes et que des fantômes qui reviennent sans cesse. C'est plutôt ça, je pense, l'idée, puisque la réflexion de Marie Shelley sur la science est finalement peut-être pas aussi importante que ce que souvent on a tendance à croire. Si ça avait été un roman de science-fiction, je pense que le thème de la science aurait été abordé avec beaucoup plus de précision, mais on aura l'occasion de revenir dessus dans un prochain podcast, hein, pas dans celui-là, mais la création du monstre, hein, ne se fait absolument pas comme, on se l'imagine souvent, par un procédé scientifique rationnel. C'est bien plutôt dans un état de transe et il est plutôt le fruit d'une espèce d'alchimie malsaine et étonnante. Bon, on verra ça plus tard si vous le souhaitez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Bon, donc la réponse de Victor Frankenstein, je vais vous la lire maintenant, donc toujours racontée par Robert Walton, hein. Tandis que je m'exprimais, le visage de celui qui m'écoutait se couvrit d'une sombre tristesse. J'observais, pardon, magnifique verbe, hein. J'observais, pardon, dès l'abord qu'il s'efforçait de contenir son émotion. Il mit les mains sur ses yeux et j'eus la voix qui tremblait et me faisait défaut lorsque je vis les larmes couler entre ses doigts. De sa poitrine gonflée s'exhala un gémissement.
Je m'interrompis. Il finit par parler d'une façon entrecoupée. Malheureux, partagez-vous ma folie. Avez-vous aussi goûté au breuvage qui rend ivre? Écoutez-moi, laissez-moi vous révéler mon histoire et vous briserez alors la coupe que vous aviez portée à vos lèvres. Donc on voit ici très clairement indiqué le thème du double, c'est-à-dire que nous avons tous les deux la même folie. Nous partageons cette même folie et moi, je suis déjà arrivé à son terme. Je suis déjà arrivé quelque part au bout de ma vie, puisque bon, bah, Victor là est en train, enfin est un être mourant, hein, et une fois qu'il aura raconté son histoire, ce sera d'ailleurs la fin, hein. Et donc, veillez bien à ne pas entreprendre le même chemin que moi, car c'est un chemin qui ne peut mener qu'à la mort. Alors, autre point qui est intéressant, c'est un passage qui a peu de temps plus tard, hein, c'est qu'il y a une espèce de conception de l'humanité que fait Victor Frankenstein et qu'il n'a pas encore, enfin, à laquelle il n'a pas encore complètement renoncé, puisqu'il dit: «Je suis d'accord avec vous», répondit l'inconnu, cet inconnu, c'est Victor, hein, «nous sommes des êtres mal façonnés, à moitié construits seulement. Sauf si quelqu'un de plus sage, de meilleur, de plus estimable que nous, et un tel ami devrait pouvoir se trouver, nous apporte son aide pour perfectionner notre faible et défectueuse nature. J'ai eu un ami qui était le plus noble des êtres, et je pense donc avoir quelques titres à juger de l'amitié. Vous possédez l'espoir et le monde s'offre à vous. Vous n'avez pas lieu de vous désoler. Mais moi, j'ai tout perdu et ne puis recommencer ma vie. Donc c'est un passage d'une très très grande tristesse. Et cet ami en question, d'ailleurs, ce n'est pas la créature. La créature ne sera jamais considérée comme un ami par Victor. Elle aurait bien voulu, la pauvre, mais ce ne sera pas possible. Cet ami, c'est Clerval, et Clerval, ben, c'est un homme qui sera assassiné par la créature et qui, comment dire, sera finalement cette personne qui veillera toujours sur Victor, notamment pendant ces passages, veuillez m'excuser, pendant ces moments où Victor perdra la raison et finira par tomber dans des espèces de, comment dire, d'évanouissement. Il sera très, très, très malade, hein, parce qu'il va somatiser sans doute des, comment dire, des choses qui le refoulent, hein, et c'est Clerval qui va l'aider jusqu'à finalement sa mort et ça, Victor n'arrivera jamais à s'en remettre. D'ailleurs, c'est assez étonnant puisqu'il parlera assez peu de sa bien-aimée Élisabeth, hein, qui, quand elle mourra, bon, Victor va être pris d'une rage furieuse et poursuivra la créature, mais elle n'aura pas des passages aussi beaux que quand il dit, par exemple: «Où est-il maintenant, cet être doux et charmant? Est-il perdu pour toujours?» Cette âme, il parle de Clerval, son ami, si pleine d'idées, d'imagination fantasque et magnifique, et qui formait à elle seule un monde dont l'existence dépendait de la vie de celui qui l'a créé. Cette âme, dis-je, a-t-elle péri? N'existe-t-elle désormais que dans ma mémoire? Non, cela ne peut être. Ton corps, si divinement façonné et rayonnant de beauté, est tombé en poussière. Mais ton esprit continue de rendre visite à ton malheureux ami et de le consoler. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander, hein, si Victor, finalement, n'avait pas une forme d'homosexualité refoulée, puisqu'il n'aura pas de mots aussi doux pour parler d'Élisabeth, sa promise, hein, dont j'avais parlé dans le 1er podcast. On reviendra un peu dessus. Mais c'est un personnage très, très secondaire, Élisabeth, dans le roman, beaucoup plus que dans le film de Guillermo del Toro. Donc, c'est assez, comment dire? Il y a beaucoup de choses à tirer là-dessus, hein, de ce qu'une amitié peut être et surtout, finalement, de l'accord entre les âmes. Est-ce que cet accord entre les âmes peut être cherché? Est-ce qu'on peut souhaiter cela ou est-ce que finalement il se fait seulement? Il y a des passages où, Victor, comment dire, réfléchit là-dessus et il fait remarquer que finalement on arrive à cette chose-là précisément, enfin, notamment avec les personnes avec qui on a vécu en enfance, puisque on arrive à avoir un accord qui s'est fait petit à petit et qui donc, ne sera pas brisé. Et là où Victor est heureux, c'est qu'il a eu non seulement, cette amitié d'enfance, mais il le dit, des êtres qui méritaient finalement cet amour, car ils avaient une valeur particulière. Et ça, c'est très discutable, hein. C'est assez étonnant, est-ce que vraiment, les gens avec qui on est amis doivent mériter notre amitié? C'est quand même quelque chose, qui pourrait être, assez malsain finalement. Parce que là, par exemple, si j'allais voir une personne avec qui j'ai eu une amitié d'enfance en lui disant: «Bah, finalement, tu ne mérites pas mon amitié car tu n'as pas une telle valeur que ça. Tu n'en vaux pas vraiment la peine». Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bon bref, je vais pas déblatérer plus longtemps là-dessus, mais vous voyez ici qu'il y a une conception de l'amitié très particulière qu'il faut bien comprendre et on voit bien que qui est une conception finalement romantique, hein, et on voit que le romantisme n'est pas uniquement limité à l'amour, hein, l'amour romantique. L'amitié aussi a eu ceci, qui est ben, l'idée qu'il faudrait tomber quelque part, hein, sur un être exceptionnel
qui pourrait, nous égaler, qui pourrait finalement, comment dire? Avec qui nous pourrions être une sorte de jumeaux. Donc là, ça c'est le thème du double qui est très, très présent dans l'œuvre, aussi bien structurellement d'ailleurs que dans ce à quoi les personnages aspirent. Ils veulent trouver une sorte d'autre même et on va voir qu'en réalité, ça les mène à une grande solitude et surtout, ça les mène à leur propre perte parce que c'est pas une manière particulièrement saine de, comment dire? D'envisager son rapport à l'autre. Donc ça va nous permettre de parler d'une autre chose qui est maintenant le thème de la doublure, non plus du double, mais de la doublure. Cette part cachée en nous, cette part insoupçonnée et étrangère qu'il faut, comment dire? Qu'il va nous falloir conceptualiser. Alors maintenant, on va essayer de préciser de quoi on parle quand je parle de ce thème de la doublure. Alors, juste, je rappelle, le double, finalement, ça renvoie à deux choses. Premièrement, l'idée d'une répétition d'un motif. Ce motif est incarné à la fois par Victor et par Robert Walton. Et c'est le motif, finalement, d'être à la recherche d'une espèce d'absolu et de scientifique enthousiaste qui cherche finalement à percer les mystères de la nature, les mystères de quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces motifs ont une interaction entre eux puisque Robert Walton, comme finalement Victor Frankenstein, cherchait une sorte de double ou regrette un double, c'est-à-dire un autre eux-mêmes. Hein, dans ce thème du double, l'ami cherche un autre lui-même, quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui serait comme lui, quelqu'un qui en lui aurait la même chose, enfin quelqu'un qui aurait en lui la même chose que moi finalement. Ce qui est un rapport un petit peu bizarre, hein, soit dit en passant, c'est assez problématique quand on y réfléchit. Bon, c'est un mot qui est un peu trop utilisé, mais qui peut être pertinent ici. C'est-à-dire que ça mène souvent à des catastrophes. On peut pas demander finalement à l'autre d'être ce qu'on projette, d'être ce qu'on voudrait être nous-mêmes ou d'être finalement ce qu'on recherche absolument. Ça, c'est évidemment très problématique. Bon, la doublure, c'est un petit peu différent. Bon, ça vous arrive peut-être parfois de porter des vestes de costume, veste sport ou peu importe. Vous avez la part visible de votre veste qui est faite en tissu. Alors ça peut être en laine, en coton, en lin, en soie. Bon, ça c'est assez rare quand même, hein, ou en polyester quand c'est des trucs de moindre qualité. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle la doublure, qui est la partie invisible, qui est parfois faite en, je sais plus d'ailleurs, je crois que c'est fait en viscose. Bon, parfois c'est fait en soie, mais il faut vraiment avoir énormément d'argent, hein. Bon, donc vous avez une part, en gros, de la veste qui, elle, est invisible. Ben, c'est un peu pareil, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans notre rapport à nous-mêmes, c'est qu'il y a des parts que nous projetons, il y a des parts que nous révélons aux autres, et qui souvent, comment dire, coïncident avec ce que nous voulons être, et qui est toujours finalement maîtrisée, construite. Et puis, il y a toute cette part qui transparaît et qui, elle, finalement, c'est la doublure, hein, cette part-là est une part qui est parfois insoupçonnée et en tout cas rarement assumée. C'est typiquement les moments où, quand ils transparaissent, nous considérons qu'en fait, là, on n'est pas vraiment nous-mêmes. C'est des moments où on s'est égaré. Avant, on appelait ça, par exemple, les passions, hein. Les passions, ce sont toutes ces, comment dire, toutes ces impulsions en nous que nous ne maîtrisons pas. Ce sont des impulsions qui nous rendent, passion, hein, ça veut dire passif, donc pas actif. C'est des choses qui finalement nous rendent esclaves, qui nous font perdre la maîtrise de nous-mêmes. Ben, c'est un peu ça finalement. Il y a tout un ensemble de choses en nous que nous ne soupçonnons qu'en partie et qui parfois peuvent prendre le contrôle, si je puis dire, même si le mot est assez mal choisi. Mais c'est un peu l'idée. C'est souvent comme ça que les élèves le résument, mais c'est pas impertinent, même si bon, c'est pas impertinent. En gros, il y aurait quelque chose en nous qui serait profondément située en nous, mais qui ne serait quand même pas exactement nous-mêmes. C'est une part étrangère, c'est une part que nous refusons. Et en fait, l'idée ici, ben, c'est qu'au lieu d'assumer cette part-là, aussi bien Victor Frankenstein que Robert Walton préfèrent l'oublier, préfèrent ne pas l'assumer, pour essayer de trouver en autrui une espèce de projection d'eux-mêmes parfaite, idéalisée et finalement, comment dire, meilleurs encore qu'eux-mêmes, ce qui leur permettrait justement d'arriver à un accomplissement qu'ils ne pourraient pas, réaliser seuls, puisqu'ils sont toujours confrontés à toutes ces, comment dire? Toutes ces galeries souterraines qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas connaître parfaitement et surtout qu'ils refusent d'assumer. La doublure chez Victor Frankenstein, parce que c'est surtout lui, bah, ce sera la créature. Cette créature finalement, ben, lui ressemble trop parce qu'elle est faite, alors non pas de ses entrailles, hein, parce qu'il n'y a pas eu de maternité, mais qui est faite de ses mains, de ses désirs, mais qui ne correspondra pas parfaitement à ce qu'il aurait voulu. Hein, en fait, la créature, c'est un autre, c'est ce qu'il n'aurait, comment dire, c'est ce qu'il n'avait pas prévu.
C'est quelque chose qui ne remplit pas parfaitement ses espérances. Un peu comme les enfants qui finalement, s'émancipent toujours de la tutelle de leurs parents et les déçoivent toujours quelque part. Les déçoivent parce que finalement, ils ne prennent pas le chemin qu'ils auraient voulu, qu'ils avaient prévu. Hein, ils échappent quelque part à leur emprise. C'est un peu pareil avec la créature et donc Victor, la refusera pour ça. Mais ce qu'il refusera finalement, c'est qu'il y ait quelque chose qu'il ait pu produire, une espèce de prolongement de lui-même, mais que, comment dire? Un prolongement de lui-même qui lui échappe. Victor veut être un individu. Victor veut tout maîtriser, un peu comme Robert Walton. Il veut finalement être parfaitement autosuffisant, or ce n'est pas possible. Ce que nous faisons nous échappe et ce que nous sommes nous échappe. Et donc la part manquante dont j'avais parlé jusqu'ici, cette espèce de morceau de puzzle qu'on voudrait, enfin comment dire? Qui laisse un vide abyssal qu'on va essayer de combler, soit par des voyages, par des projets scientifiques, patati patata, par la recherche, ou alors qui pourrait être comblé par la rencontre d'une personne qui, elle, aurait le morceau de puzzle qui est manquant, hein, qui nous manque. Tout ça, en fait, c'est une illusion. Ce morceau de puzzle n'est pas possédé par quelqu'un qui va nous compléter, mais c'est une part finalement qui, comment dire? C'est pas une part manquante, c'est une part qui est autre. C'est une part qui doit évoluer et qui permet l'évolution de soi, c'est-à-dire qui permet de changer. Je reviendrai dessus, hein. En somme, pour être clair, ce que Victor Frankenstein et Robert Walton prennent pour une part manquante est en fait une part changeante. Il y a une part en eux qu'ils ne trouveront pas dans l'expérience de la solitude et de l'immensité des montagnes ou de la banquise ou chez un être qui serait aussi exceptionnel qu'eux et aussi haut qu'eux, quelque part, hein. Il faut voir le level quand même de distinction que ces gens, comment dire? Se donnent, hein, quelque part. Non, cette part-là, finalement, est une part qui est destinée à évoluer, qui est destinée à devenir et ce qui est dramatique, notamment chez Victor, bon, Robert Walton, on verra si c'est le cas, d'ailleurs, on ne le saura pas, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une part qui doit se nourrir d'autrui. Elle doit se nourrir d'autrui pour donner, comment dire? Pour pouvoir justement changer de couleur, pour pouvoir évoluer et ça, c'est quelque chose que Victor sera absolument incapable. Il sera incapable d'avoir ce rapport sain à l'altérité et c'est pour ça, hein, que bon, finalement, cette solitude qu'il, chérisse paradoxalement, ce n'est pas une recherche, ce n'est pas forcément un approfondissement de soi-même ou une espèce de découverte de soi, hein, c'est bel et bien une sorte d'empoisonnement. En fait, Victor, quelque part, a été victime d'un empoisonnement à lui-même. Et ça, c'est très, très important, hein. En fait, sa chute, parce que ce roman est bel et bien l'histoire d'une chute, aussi bien la chute de la créature que de son créateur, hein. La chute du créateur, donc Victor, c'est de ne pas avoir su devenir autre grâce à cette créature. Et d'ailleurs, il a même fait pire que ça, parce que, bon, pire, il aurait eu un destin triste, mais en plus, il est responsable de ce destin parce qu'il a voulu faire subir à cette créature son propre destin infécond, quelque part. Victor refusera au monstre, hein, de lui créer une compagne, un autre monstre avec qui la créature aurait pu mener une vie, comment dire, une espèce de petite communauté à l'abri des êtres humains avec qui il aurait pu être heureux, et cetera. Ça, Victor ne le voudra pas. Alors il ne le voudra pas, j'aurai l'occasion de revenir dessus, en particulier parce qu'il a peur que, le monstre puisse, avoir une descendance, hein, et donc créer une espèce de nouvelle race surpuissante et destructrice. Donc il y a quand même une peur qui est quelque peu raciste là-dedans quand même. Je dis quelque peu, c'est une litote, mais il y a peut-être autre chose, hein, c'est que finalement, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Pourquoi Victor passe-t-il son temps à vouloir créer un être à partir des morceaux de cadavres humains et animaux, plutôt que de passer du temps avec sa promise, qui l'aimait tant apparemment? Et bizarrement, Victor ne fera pas ça. On saura jamais vraiment pourquoi, mais c'est quand même quelque chose, moi, qui m'a toujours étonné à la lecture de l'œuvre, hein. Comme si finalement Victor sentait, confusément, mais sûrement, qu'il était incapable finalement de pouvoir faire famille, qu'il était incapable de pouvoir aimer Élisabeth. Peut-être parce que c'est Clerval qui l'aimait, hein, ça je sais pas, hein, ça c'est une hypothèse que je lance, mais ça c'est un délire, hein, le roman ne permet pas de confirmer ça directement, hein. Voilà. Mais en fait, cette espèce d'infécondité subie ou volontaire, hein, c'est toujours difficile, que Victor semble sentir confusément, il va vouloir comment dire? Il va vouloir la faire subir à sa créature.
Il va vouloir que le monstre ne puisse pas avoir descendance comme lui ne pourra pas le faire. Il veut lui faire subir finalement son même destin, un peu comme un mauvais parent qui voudrait que ses enfants subissent la même chose que lui a subi pendant son enfance ou pendant sa vie, même inconsciemment, c'est pas la question ici, hein. Bon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, face à cela, bah, la créature va faire: «Tu crois que c'est toi qui vas me faire vivre ton destin, mais non, c'est l'inverse. C'est moi qui vais le faire, parce que moi je suis seul et que toi tu crois l'être alors que tu ne l'es pas encore. Et moi je vais détruire l'ensemble des êtres qui t'attachent à l'existence. Et là tu seras comme moi et tu verras bien que tu es incapable de pouvoir me comprendre». En gros, c'est ça le thème du roman, hein. C'est que Victor a voulu finalement, comment dire? Comment dire? Appliquer son pouvoir quelque part sur la créature et a fini par échouer. C'est bel et bien la créature qui va faire de lui, non pas tant son esclave, mais finalement, qui va faire de lui un être faible. Il va faire ressortir la faiblesse de Victor et l'impuissance de l'humanité. Impuissance de l'humanité qui finit peut-être, hein, par chérir un peu trop sa solitude. Or, la solitude, ce n'est rien d'autre qu'un empoisonnement à soi-même. Bien, alors maintenant qu'on a vu, qu'on a traité finalement l'individualité de Victor et qu'on a rappelé donc que le mythe de l'individualité était une sécrétion de l'expérience de la solitude, bon, ce qui est intéressant, c'est d'étudier la grande individualité de ce roman, qui est celle de celle de la créature, hein, du monstre de Frankenstein, finalement. Puisque comment peut-on être plus individuel que l'être qui connaît l'expérience de la solitude la plus absolue, puisque la créature sera rejetée de tout le monde, même de son créateur, même de Victor. Donc voilà une expérience particulièrement malheureuse. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est que, cette expérience cette individualité finalement a une parenté, au sens fort du terme, avec la monstruosité. Finalement, l'individu au sens le plus fort du terme, c'est l'être qui est rejeté hors de la communauté et qui ne peut pas finalement, hein, avoir des liens avec elle. Ce qui ne sera pas exactement la condition de Victor, du moins pas jusqu'à la fin, puisque c'est lui qui va s'en extraire par sa propre folie. La créature, elle, subit cette chose-là sans en être finalement responsable et sans être volontaire. Finalement, l'individualité serait une expérience hautement luciférienne quelque part. Et je dis pas ça, c'est pas un délire, puisque Mary Shelley va citer, même dans son œuvre, et puis elle va beaucoup s'inspirer du fameux poème épique de Milton, hein, Le Paradis perdu, Paradise Lost, que je n'ai pas lu, hein. J'ai pas eu le temps de le lire malheureusement. Peut-être qu'un jour je ferai un podcast spécialement sur ça quand j'aurai un peu plus de temps, mais là je suis désolé, je n'ai pas pu. Mais en gros, il y a cette idée que l'individu, ce serait l'être qui, comment dire, serait montré du doigt et qui serait l'autre. Mais l'autre, non pas au sens de cet être qui est différent de moi ou qui n'est pas tout à fait moi et qui peut me nourrir et qui peut me permettre donc de faire de nouvelles expériences et surtout de pouvoir devenir autre, de pouvoir changer, d'évoluer. C'est l'être qui finalement, est au-delà de la limite, qui est au-delà de la frontière, qui est l'être finalement qu'on va rejeter quoi qu'il arrive. Bon, ce point est intéressant puisque on pourrait se dire: «OK, c'est très bien, expérience de la monstruosité, mais alors qu'est-ce que le monstre peut bien personnifier? Qu'est-ce qui finalement peut être rejeté de manière si claire?» Alors, il y a plein de possibilités qu'on ouvrira dans de prochains podcasts. On pourrait par exemple imaginer que le monstre subirait finalement une expérience qui serait quelque part raciale. Et même si le monstre n'est pas forcément décrit comme une personne qui serait par exemple africaine parmi des personnes en Angleterre, etc., il y aurait une proximité finalement dans leurs conditions du rejet qu'auraient subi finalement les personnes colonisées. Ça pourrait être très pertinent, même si ce n'est pas forcément, comment dire, c'est un chemin qu'on peut ouvrir, mais qui n'est pas directement présent, je dirais, dans le roman. Du moins pas de manière explicite. On pourrait aller très loin, puisque les expériences de la monstruosité pourraient finalement nous permettre de penser toutes les conditions d'êtres qui, comment dire, ne respecteraient pas les limites imposées, par exemple, entre les frontières de genre. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la créature, et que j'aurai l'occasion de revenir dessus plus tard, hein, dans un autre podcast, mais c'est que la créature, bon, est considérée d'une très très grande laideur, sans doute par sa taille, mais cette laideur est assez difficile à décrire parce que, enfin, à caractériser. Qu'est-ce qui la rend laide? Alors que finalement, je lirai le passage plus tard, mais elle est décrite avec des traits principalement féminins, alors qu'elle est bel et bien, semble-t-il, masculine, hein. En tout cas, elle est genrée au masculin. Donc c'est assez étonnant. Est-ce que finalement, ce serait la transgression des limites de genre qui seraient considérées comme des limites naturelles dans le roman? Ce qui est évidemment, ce qui est très discutable, je reviendrai dessus. Peut-être qu'il y a de ça.
Bon, après, il y a une théorie qui est plus simple finalement, qui est notamment celle que défend Jean-Jacques Le Cercle dans un livre paru aux presses universitaires de France qui s'intitule Frankenstein, mythe et philosophie. C'est que finalement, la créature ne personnifierait pas forcément uniquement des considérations raciales, comme je viens de les citer, même si aussi un peu, mais bon, peu importe, et pas forcément des considérations de peur concernant le genre ou des caractéristiques, des, comment dire, sorte de trouble entre ce qui relèverait du féminin et du masculin. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails, puisque bon, il faudrait être beaucoup plus précis, il faudrait y passer le temps. Mais finalement, elle serait une personnification des errements auxquels aurait conduit l'un des grands événements historiques qui est complètement absent du roman et qui est pourtant contemporain, semble-t-il, des faits qui sont racontés dedans, et qui est la Révolution française. Alors la Révolution française, je vais pas y passer, pas passer 1000 ans là-dessus, mais si vous voulez, en gros, l'une des manières, qui est extrêmement discutée encore une fois aujourd'hui, c'est un véritable champ de bataille dans lequel je ne vais pas entrer parce que je ne suis pas historien et j'ai pas forcément la prétention d'être un expert sur ces questions-là. Mais en gros, si vous voulez, une grande partie de l'élite anglaise, notamment de l'élite intellectuelle, avait plutôt été favorable aux événements de la Révolution française, notamment la remise en cause de la monarchie absolue, la remise en cause des privilèges, patati patata, mais finalement, on pourrait dire qu'ils étaient plutôt en faveur du volet de la Révolution, on va dire de la partie bourgeoise de la Révolution, mais pas forcément de ce qui s'est passé pendant la Terreur et tout le volet plus populaire, on pourrait dire, et beaucoup plus comment dire, beaucoup plus radical dans le projet révolutionnaire. Et donc, ça a amené à une véritable peur panique de la part de ces élites, notamment de ces élites intellectuelles, qui étaient finalement très libérales ou anarchistes, mais qui ont vu d'un très très mauvais œil euh, les événements au-delà de 92-93. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails, parce qu'il faudrait être plus précis. Mais en gros, il y a l'idée, si vous voulez, que cette aspiration finalement de justice qui était celle des foules a fini par dégénérer en désir de vengeance et comment dire, le peuple est devenu une espèce de foule folle, avide enfin complètement assoiffée de sang et monstrueuse, destructrice. Bon, c'est la vision qui a souvent été comment dire, qui a souvent été présentée par des gens comme Burke, comme aussi Joseph de Maistre en France et ainsi de suite, d'une révolution qui finalement aurait fini par dégénérer complètement et devenir un bain de sang collectif et qui serait devenu finalement monstrueux. C'est-à-dire qu'en gros, des êtres qui jusque-là avaient des aspirations assez légitimes ont fini par devenir des assassins et des meurtriers. C'est ça l'idée. Je ne suis pas en train de la défendre, hein, je me contente simplement de la relater parce qu'elle est intéressante. Puisque Jean-Jacques Le Cercle fait notamment remarquer que le monstre de Frankenstein a à peu près le même destin. C'est-à-dire que né et pourvu d'une vertu excessive finalement, puisque le monstre raconte qu'il était empli finalement d'une bienveillance qui était absolue, mais finalement face aux injustices qu'il subit, face à la douleur qui sera la sienne, il finira par perdre la raison, par péter les plombs, si vous voulez, et l'excès de vertu finira par devenir excès de vice, excès finalement de vengeance. On pourrait dire ça comme ça. Et donc c'est ça finalement, cette individualité. Cette individualité naît finalement d'une folie, naît d'une démesure. Et alors, pour ceux qui, comment dire, connaîtraient un peu, notamment certains alors si vous avez regardé Pas comme Tielman, hein, L'Empire n'a jamais pris fin sur Blas ou des choses comme ça, vous voyez peut-être où je veux en venir. Mais si vous voulez la grande individualité, cet être finalement qui est l'individu ou au sens, comment dire, le plus fort du terme, qui aurait une espèce de d'autosuffisance et qui serait né de ces événements graves pour finalement leur donner une espèce d'accomplissement, incarné en une seule personne, bah, c'est Napoléon. Et on a souvent fait remarquer que peut-être qu'il y avait dans Frankenstein une espèce de proximité avec cette figure-là, comme avec toutes les grandes figures finalement du roman du 19e siècle, c'est que tout individu, tout être finalement à la recherche de sa propre réussite serait une espèce de petit Napoléon. Donc, bon, vous imaginez bien que les Anglais ne sont pas particulièrement des défenseurs de Napoléon, donc ils vont le considérer comme des petits dictateurs, des petites folies finalement, toujours susceptibles de pouvoir éclater, médiocres mais quand même dangereuses. Alors ça, c'est quelque chose, je vais vous lire un passage qu'on trouve donc dans le livre de Jean-Jacques Le Cercle.
Je lis. Je remarquerai enfin que ce processus de personnification, donc la créature personnifie des événements historiques, est en fait déjà accompli dans le discours politique, pamphlets et caricatures de l'époque. Un monstre, en effet, y a la vedette, c'est ce Bonaparte, qui, dans un premier temps, personnifie la Révolution et dans un second temps devient Bonnie chez les Anglais, un ogre, un loup-garou, dont on menace les petits-enfants qui ne veulent pas se coucher. Le personnage se prête d'ailleurs fort bien à ce genre de glissement. Sa carrière est à l'image même de ce monde sans dessus-dessous que la Révolution a fait naître. L'obscur petit bourgeois corse est devenu empereur, créature du Directoire. Il a vite montré à ses créateurs qu'ils n'étaient que des apprentis sorciers. Ce qu'on appelle son épopée n'est qu'une longue fuite en avant qui se termina dans les étendues glacées de la Russie et un Moscou ravagé par les flammes, tout comme le monstre va s'immoler par le feu au milieu des glaces du pôle Nord. Soldat de la Révolution, il est aussi son Judas. En 1816, son ombre encombre encore l'horizon. Donc 1816, c'est l'année de la genèse du roman Frankenstein. C'est que, comme le monstre, il possède ce pouvoir diabolique de ressurgir au moment où l'on croyait s'en être enfin débarrassé. En bref, il est la quatrième identité du monstre. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, hein, vous lirez. Si ça vous intéresse, je ferai un truc spécial dessus. Donc, quatrième identité du monstre, un monstre en quelque sorte préconstruit et qui n'a guère de mal à se faire fiction. Donc, c'est assez intéressant, vous voyez qu'on peut aller très très loin, puisque ce monstre est finalement la sécrétion d'une solitude qui est celle de Frankenstein, mais, et la sécrétion, celle de Frankenstein qui finalement finira par réussir à faire naître quelque chose sans avoir de rapport avec un autre, ou plutôt une autre, d'ailleurs, puisqu'il le fera uniquement de la force de ses mains et de son cerveau, ce qui est quand même assez particulier et quelque peu malsain, mais il sera aussi finalement le fruit d'une solitude absolument horrible que lui fera subir son créateur, et il est finalement la personnification de tous les traumatismes historiques, de tous les événements qui finalement hantent l'ensemble des élites bourgeoises ou autres, un peu importe de l'époque, et qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est cette révolution qui est toujours possible, c'est-à-dire qu'il y a toujours la menace que l'ordre qui jusque-là avait semblé prévaloir pourrait devenir sans dessus-dessous, pourrait être renversé. Et c'est ça que fait la créature finalement. Sauf que ce renversement n'est pas uniquement un renversement politique au sein du roman Frankenstein, c'est carrément un renversement des lois de la nature, comme si on pouvait les détourner, comme si on pouvait, par une espèce de transe ou de truc un peu bizarre, réussir à, comment dire, les faire aller au-delà ou ailleurs que ce que leur fin nous permettait de prévoir. Donc c'est assez terrifiant, hein. C'est assez terrifiant et on voit bien ici qu'il y a une autre dimension de l'individualité qui est beaucoup plus politique. L'individualité, la monstruosité, c'est ce qui est toujours en mesure de pouvoir chambouler le monde et de, comment dire, d'en perturber le cours. Alors, évidemment, tout dépend comment vous voyez les choses. Si vous êtes conservateur, comme semblait l'être quand même plutôt Marie Shelley, vous allez être terrifié par cela. Et d'ailleurs, la fin du roman est quand même assez rassurante, puisqu'à la fin, la créature s'immole par le feu, c'est-à-dire qu'elle accepte de disparaître pour faire en sorte que, comment dire, les lois de la nature restent ce qu'elles sont et que le monde puisse perdurer dans sa, comment dire, dans l'ordre des choses qui a toujours été présent. Mais on pourrait aussi avoir une perspective beaucoup plus révolutionnaire dans ce roman, que ne permet pas forcément Marie Shelley, mais on pourrait imaginer une créature qui serait heureuse, un peu comme un Sisyphe heureux, ou qui parviendrait à survivre, qui parvient peut-être seule, peut-être dans la souffrance, mais qui permettrait, comment dire, qui serait à elle seule une représentante de son espèce, de sa race, de sa condition, tout dépend comment vous voulez appeler les choses dans ce genre de situation. C'est assez difficile parce que justement, il n'y a pas la conceptualisation qu'aurait pu faire Mary Shelley si ça avait été un roman de science-fiction. Parce que c'est vrai, Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, c'est quoi? C'est un humain. Si c'est pas un humain, est-ce que c'est une autre espèce? Est-ce que c'est une certaine modalité de l'humanité? Dans ce cas, est-ce qu'on peut appeler ça une race? Bon, évidemment, moi, je souscris pas à ça, si vous voulez, mais à l'époque, c'est une question qu'on aurait pu se poser, hein. Donc voilà, toutes ces réflexions-là n'étant pas posées, elles ne sont pas posées précisément parce que la créature disparaît. Mais, il y a une ouverture de potentialité et surtout un dépassement des limites qui est rendu possible par cette perspective et que Mary Shelley n'explore que très, très peu et qui pourtant, bah, pourrait l'être, avec beaucoup d'intérêt. Bon, on a déjà bien bossé, je vous propose quand même qu'on finisse par, s'arrêter là. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous voudriez qu'on continue et dans ce cas, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous voulez que les podcasts soient plus longs. Cela dit, bon, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose d'un peu trop indigeste.
Bon, on a vu l'individualité comme production d'une forme de folie, d'empoisonnement à soi-même, qui est soit la solitude, soit tout simplement l'enthousiasme, hein, l'enthousiasme révolutionnaire qui a fait que des militants défendant de bonnes causes auraient fini par perdre la raison et auraient sombré dans une sorte de folie meurtrière. Bon, ce qui est une manière de considérer les choses qui est très discutable, hein, je ne suis pas forcément en train d'y souscrire, je me contente simplement de noter que ça faisait partie des idées qui étaient dans l'air à l'époque, hein, quand Mary Shelley a rédigé son fameux roman, donc Frankenstein ou Le Prométhée moderne. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si ça vous dit. En tout cas, un grand merci si vous êtes resté jusqu'ici, ça fait très plaisir. Hein, donc voilà. Là maintenant, vous avez droit au repos, moi aussi, hein. Finalement, j'aurais peut-être pas le temps de regarder ma série. Bon, tant pis, je la regarderai demain. Là, je vais faire un peu de sport. Je vais quand même vous annoncer le prochain épisode qui portera donc sur le sublime, sur le sentiment du sublime, hein. Donc le sublime, mesure de soi, quête de la limite et plongée dans les profondeurs. On verra quelle profondeur, hein, notamment toujours avec le roman Frankenstein de Mary Shelley, mais également avec l'essai d'Edmund Burke. Je sais que le nom est marrant, l'œuvre l'est un peu moins. Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. C'était l'époque où on faisait des noms à la rallonge, hein, enfin des titres à la rallonge plutôt. Mais vous verrez que ce sera quand même relativement intéressant. Ne vous inquiétez pas, on va parler des horreurs délicieuses. Ça va être délicieux. On parlera aussi de Kant avec les observations sur le sentiment du beau et du sublime, un essai beaucoup moins connu, mine de rien, que l'autre grand livre où Kant parle de sublime, qui est la critique de la faculté de juger. Bon, on aura l'occasion de regarder un peu tout ça. Alors on verra, n'hésitez pas à me dire à quel point vous voulez qu'on rentre dans les détails. Bon, on aura bien parlé. Bon, il reste encore plusieurs podcasts puisque les vacances, vont être, plus tardives pour notre zone. Il y en a qui sont déjà en vacances maintenant, ça je le sais là, je crois que ça commence. Bon, nous, il reste encore 2 semaines et selon ma fatigue, je ferai également peut-être un épisode bonus pendant les vacances qui sera une espèce de synthèse comment dire? Des lectures et des corrections des bacs blancs que mes élèves ont fait là la semaine dernière. Donc j'en ai lu une très, très grande partie, la quasi-totalité, mais je les ai pas encore corrigés. Je me suis simplement contenté de les lire attentivement et de les noter et de faire une hiérarchie et puis de voir un peu à quoi ça ressemblait. Et peut-être que je ferai un podcast spécial pour donner des petits conseils concernant, bon, notamment la philosophie en tronc commun. Et on verra, peut-être qu'il y en aura aussi un sur la spécialité HLP, mais ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ça. Ça peut être intéressant, notamment pour les différents élèves qui écouteraient ce podcast et qui auraient besoin de conseils par un professeur de philosophie, quoi. Ça peut toujours être intéressant. Bon, sinon, je vais me taire. Portez-vous bien. Ceux qui sont en vacances, profitez bien du repos. Essayez de lire des livres, essayez de voir des films si vous le pouvez. Bon, sinon, il y a la Saint-Valentin qui arrive, donc normalement, vous serez peut-être occupés, je vous le souhaite. Vous ferez peut-être du ski, vous allez vous amuser. Bon, voilà, tant mieux pour vous. Et puis bon, nous, on va continuer de bosser jusqu'à ce qu'enfin on soit un petit peu en droit de se reposer. Merci à vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.